nouvelles nationales d'APTN. C'est officiel, l'élection fédérale est prévue pour la fin de septembre. Face à cette urgence, nous avons besoin que nos leaders politiques fassent preuve d'un courage. Coupe de forêt sur le territoire ancestral des Inuits. Les manifestations à Montréal et à Jonquière. Allocation fédérale de plus de 80 millions de dollars pour les fouilles sur les sites des pensionnats. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Le gouvernement du Canada a officiellement confirmé les rumeurs qui circulent depuis des semaines. Une élection fédérale aura lieu le 20 septembre, mais le débat des chefs en français est prévu pour le 8 septembre. C'est le moment, dès maintenant, de se battre encore plus fort pour un Canada sécuritaire et en santé. C'est le moment d'être encore plus ambitieux pour créer du logement, de travailler encore plus fort sur le chemin de la réconciliation, d'être plus audacieux pour protéger l'environnement et faire croître notre économie. Et mes amis, c'est le choix que vous avez à faire dans cette élection. Avec une élection fédérale à l'horizon, la conversation tourne vers l'environnement et la protection des ressources naturelles. Shushan Bacon nous apporte les dernières nouvelles d'un projet en déploiement dans le Nitassinan, un qui a attiré l'attention de la nation Innu. Ça fait plus d'une année de protestation pour la sauvegarde de la forêt à Fairy Creek en Colombie-Britannique. Mais c'est cette semaine que les groupes se sont rassemblés à Montréal et devant les bureaux du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs à Jonquière pour offrir leur soutien aux activistes en Colombie-Britannique. Mais en même temps, ils attirent l'attention vers une autre cause environnementale ici au Québec. La protection de la forêt de la rivière Pérébonka. Face à cette urgence, nous avons besoin que nos leaders politiques fassent preuve d'un courage et d'une audace sans précédent. Cette forêt fait partie des coupes forestières que Québec a autorisées dans le Nitassinan, territoire ancestral de la nation Innu. Alors qu'elle faisait partie des 83 projets d'aires protégées du sud de la province défendus par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le collectif autochtone Mashkasi, qui prône la souveraineté du territoire Nitassinan, était présent lors de cette manifestation au Saguenay. Pour eux, aucun projet ne doit se faire sans le consentement des véritables utilisateurs du territoire. C'est surtout que c'est sur notre territoire qu'on occupe depuis des temps immémoriaux, auxquels on appartient. C'était important vraiment qu'on soit là. Puis ça a été respectueux qu'ils nous donnent la parole en premier, puis qu'ils reconnaissent le territoire, que c'est non cédé, que c'est du Nitassinan du peuple Innu. Mashkasi n'a pas rencontré le conseil de vente des Pequot-Inuits Innu de Mashteuiat pour la protection de la forêt de la rivière Pérébonka. Tous les citoyens, il faut se conscientiser. Que ce soit, c'est pas une affaire d'un conseil de bande ou d'une personne, c'est toute l'humanité qui est touchée par ça, par la crise climatique. APTN a demandé une entrevue avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il n'était pas disponible pour une entrevue. Mais par courriel, son cabinet a spécifié que le projet a fait l'objet de 2 consultations publiques et qu'un processus d'harmonisation a été respecté et tous les commentaires ont été analysés, donnant lieu à 16 mesures d'harmonisation et de protection du paysage. Selon le ministre, le début des travaux de récupération est prévu d'ici le début septembre. Mais comme à Fairy Creek, les membres de la nation Innu disent qu'ils sont prêts à continuer à résister. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Prochainement à Nouvelle nationale d'APTN, à la Rivière-Moisie, la pêche au saumon. Une première en 60 ans, dans un endroit qui déborde avec les touristes américains à la recherche du saumon frais.
Les Inuits reprennent leur tradition de pêche sur la rivière Moisie, de la préparation au portage et de la consommation. APTN était au bord de la rivière pour tout suivre leur démarche. On vous présente tout ça et plus dans notre série sur la Mishtahibo. La partie 2 sera sur les ondes le 23 août. Une bonne nouvelle pour la Première Nation d'Abitiwini. Le gouvernement fédéral a récemment alloué plus de 200 000 $ pour protéger les troupeaux de caribous dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le caribou des bois est parmi les espèces en voie de disparition au Québec. L'investissement fédéral de 218 000 $ sera utilisé pour financer un projet de recherche mené par la communauté algonquine d'Abitiwini qui vise à documenter les connaissances autochtones concernant l'habitat, la démographie et le comportement des populations. Mais le gouvernement canadien a effectué un autre investissement important au cours de la semaine dernière. Celui-ci pour aider à continuer les fouilles sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada. Des centaines de tombes non marquées ont été trouvées au cours des derniers mois et beaucoup de communautés veulent faire leurs propres recherches durant les prochains mois. 83 millions de dollars seront ajoutés aux 33,8 millions déjà engagés pour la cause. Le financement va également commémorer et mémorialiser les enfants décédés dans les pensionnats. Et donc, c'est le reflet de plusieurs demandes qui existent à travers le pays. Je dirais que les demandes ne sont pas identiques. Il y a une volonté à certains niveaux de détruire et de passer à autre chose. Il y a dans d'autres une volonté, je pense au Mohawk Institute, de préserver l'édifice et d'avoir un site qui honore la mémoire des victimes. Alors, ça dépend. Jusqu'à maintenant, il a fallu le faire, je dirais, à l'emporte-pièce, aller chercher des enveloppes qui n'étaient pas à point ou nécessairement tissées sur mesure pour les pensionnats en tant que tels. Maintenant, c'est une somme importante. Après plusieurs mois de consultation, un comité d'évaluation d'impact a finalement donné le feu vert au projet minier Rose Lithium Tantal. Mais l'approbation du projet ne fait pas l'unanimité chez la Nation Crie. Ce projet de mine produira 4 500 tonnes de minerais par jour pendant 17 ans. Le lithium sert à la production des batteries destinées aux voitures hybrides et électriques. L'Agence d'Impact Canada affirme que ce projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Après la pause, un portrait de la COVID-19 autour de la province. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Un rappel à tous. Les passeports vaccinaux entreront en vigueur au Québec dès le 1er septembre. Voici où on est rendu. Même si on se dirige vers un taux de vaccination les plus élevés dans le monde, comme j'ai expliqué, ça laisse quand même beaucoup de monde qui est non vacciné au Québec. Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, le passeport vaccinal sera mis en œuvre dans les lieux à grande capacité et à taux de contact élevé, tels que les festivals, les bars, les restaurants et les gyms. Le gouvernement est en cours de tester une application mobile dans l'espoir qu'elle sera prête à être utilisée d'ici septembre. Entre-temps, certaines communautés des Premières Nations au Québec font déjà face à l'augmentation des cas de COVID-19. La situation est maintenant stable sur le territoire Mohawk de Kahnawake après une éclosion du variant Delta. Il compte maintenant 2 cas actifs. Les cas sont en hausse à Pessamit. Au moins 2 cas ont été documentés après leur plus récent powwow.
La communauté Micmac de l'Estigouche a rapporté au moins 4 cas de COVID-19 dans la dernière semaine. Et dans le Grand Nord, la communauté d'Apalok ou Nunavik a confirmé qu'une personne est en isolement. L'autorité régionale de la santé du Nunavik essaye désormais de convaincre les membres des 14 communautés de la région de se faire vacciner. Le taux de vaccination pour l'ensemble des 14 communautés est de 36 %. Une troisième campagne de vaccination commencera cette semaine avec une nouvelle stratégie pour faciliter l'accès au rendez-vous. Maintenant, on se déplace vers un modèle où on va vouloir offrir des vaccins sans rendez-vous, accepter de parfois ouvrir une fiole de vaccins et à la fin de la journée, pas être capable de tout avoir donné les doses et d'en perdre quelques-unes. Et aussi de commencer à délivrer des vaccins en dehors des CLSC, donc dans des lieux qui sont des lieux d'activité de la communauté, des églises, des magasins, de porte-à-porte même. Après avoir passé 8 semaines à l'hôpital à lutter contre la COVID-19, une femme du Yukon raconte son expérience et recommande aux autres de se faire vacciner. Un reportage de Sarah Connors. It's a miracle I'm here. Lisa Anderson est chanceuse d'être toujours en vie. Il y a 2 mois, cette citoyenne de la Première Nation de Trondhekwitchin de Dawson, au Yukon, était en bonne santé et en pleine activité. À l'époque, elle hésitait de se faire vacciner contre la COVID-19. Because it's so new, I wanted to wait until it was a little bit more researched and established before I considered taking it. Mais au début du mois de juin, les poumons de Lisa Anderson se sont remplis de liquide. Elle a pensé qu'elle souffrait d'une pneumonie. As the day went on, I just felt terrible. I had a fever, I had chills, I was really dehydrated. Lisa Anderson s'est rendue à l'hôpital de Dawson où elle a reçu des antibiotiques. Mais le lendemain, elle s'est retrouvée encore plus malade que la veille. Elle est retournée à l'hôpital où elle a été testée positive à la COVID-19. À ce moment-là, ses niveaux d'oxygène ont tellement baissé qu'elle a dû être évacuée à Whitehorse. They put this mask on me that was shooting oxygen, like so much oxygen. The virus had attacked my lungs pretty strongly. Son état s'est ensuite dangereusement détérioré. And the anesthesiologist came in and said, basically, we need to intubate you and get you to Vancouver right now. I called my children to say that I'm going to sleep for a while. And I told them that if they just talk to me normally, I'll be able to hear them while I'm sleeping. And it was really hard. My daughter broke down crying. Ne sachant pas si elle se réveillerait un jour, Lisa Anderson est tombée dans le coma pendant 5 semaines. During that time, I did pass away and was resuscitated. The doctors were concerned that I was going to have brain damage due to my lack of oxygen. Lisa Anderson s'est maintenant rétablie de la COVID-19, mais elle a perdu la majorité de sa masse musculaire et devra suivre une thérapie physique pendant plusieurs semaines pour pouvoir marcher de nouveau. Elle aura aussi fort probablement des lésions pulmonaires qui persisteront. There's a good chance that I'll be on puffers for the rest of my life. I'll be followed by a lung specialist team for the rest of my life. Elle espère que son histoire encouragera d'autres personnes hésitantes à se faire vacciner à reconsidérer leur choix. Get the vaccine. You don't want this to happen to you. I would never, ever want any of you to have to suffer and go through what I've gone through. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'APTN, Whitehorse. Le Conseil Atikamekw de Wemotaci explore l'idée de créer une communauté urbaine dans la ville de Latuq pour ainsi continuer à pouvoir donner plus des services à ses membres dans la langue atikamekw. Wemotaci revendique la construction du barrage Rapide Blanc et il dit n'avoir jamais été indemnisé pour la coupe de bois et de l'inondation où était située l'ancienne réserve de Mokache. De par ce fait, le Conseil fait une demande au fédéral et au municipal, soit de créer une réserve urbaine dans Latuq.
Guy Laloche, conseiller de Wemotaci, parle non seulement du possible développement économique que peuvent apporter les Atikamekw, mais aussi des autres communautés présentes à la TUC en le désignant comme ville satellite. On sait que au Canada, 50% des populations des Premières Nations sont urbanisées. Fait que la tendance, elle s'en vient ici. On a déjà un bon nombre de nos membres qui sont à l'extérieur, puis la majorité sont à la TUC. Puis il y a d'autres Premières Nations qui résident à la TUC. Après la pause, changement climatique, tremblement de terre, est-ce que c'est un code rouge pour l'Arctique? Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, les experts ont constaté que le monde est en code rouge concernant le changement climatique. Mais quels sont les effets? Un rapport récemment publié par Ressources naturelles du Canada étudie les effets des changements climatiques sur les tremblements de terre et la façon dont ils affectent les collectivités du Nord. Cette semaine, on reçoit le sismologue Dr Maurice Lamontagne pour discuter de cette recherche. Oui, Dr Lamontagne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Avant d'entrer dans votre recherche spécifique, quelle est votre réaction aux dernières discussions sur la crise climatique mondiale? La situation est-elle sans espoir? Bien, naturellement, moi, je suis sismologue, donc je regarde la Terre d'un point de vue solide. Donc, c'est la Terre, tout ce qui est roche et tout ça. Donc, l'atmosphère, c'est moins ma spécialité. Mais cependant, je dois avouer comme scientifique que, naturellement, les changements climatiques sont réels et toute la science est là pour nous dire que, à moins qu'on fasse quelque chose, je pense que les décennies à venir seront des grands défis pour toute l'humanité. Mm-hmm. Vous venez de le dire, vous travaillez comme sismologue depuis 30 ans. Comment ont évolué les tremblements de terre que vous étudiez pendant cette période? D'accord. Bien, les tremblements de terre en tant que tels, eux, c'est quand même un rythme assez constant, je vous dirais. Lorsqu'on regarde, par exemple, sur plusieurs années, vous allez avoir au niveau global là, des grands tremblements de terre à un rythme d'à peu près 1 magnitude 8 par 2 ou 3 ans, une dizaine de magnitude 7, etc. Donc ça, c'est assez constant au fil des ans. Mais ce que je vous dirais depuis, en fait, c'est dans mon cas, 36 ans, ce qu'on a vu, c'est un grand développement technologique qui fait que maintenant, on a une capacité d'enregistrer ces tremblements de terre-là de façon extraordinaire, ce qui n'existait pas lorsque j'ai commencé dans mon domaine il y a 36 ans maintenant. Mm-hmm. Les impacts du changement climatique ne sont pas complètement encore compris par le grand public. Pouvez-vous expliquer pour notre audience comment le changement climatique augmente le risque de tremblement de terre pour les communautés du Nord? D'accord. Bien, en termes de nombre de tremblements de terre ou leur fréquence, les changements climatiques n'ont pas d'impact là-dessus parce que les tremblements de terre sont produits par des mouvements ou des forces géologiques qui sont profondes dans la croûte terrestre. Alors ça ne changera pas du fait qu'il y ait un réchauffement des températures globales ou pas. Mais ce qui pourrait changer dans certains cas, c'est la possibilité d'avoir, par exemple, des glissements de terrain. Parce que, comme vous savez, avec l'accroissement des températures de l'atmosphère, c'est que la couche de pergélisol ou le permafrost, comme on dit en anglais, tend à devenir plus épaisse. Alors, si on a un grand tremblement de terre, il se pourrait que dans des régions où il y a des pentes, par exemple, donc où il y a des collines, des choses comme ça, qu'il y ait plus tendance à avoir des mouvements lorsque surviendrait un tremblement de terre pendant l'été, par exemple. En termes de profondeur au roc, généralement, ça pourrait aussi légèrement augmenter la force des vibrations lorsque ça arrive dans une région. Encore une fois, au cours de la période estivale. Mais de façon générale, je vous dirais que dans l'est de l'Arctique, donc ça n'a
que peu d'impact parce que c'est vraiment plus l'ouest de l'Arctique, autour de la mer de Beaufort, par exemple, les territoires du Nord-Ouest, Mont-Mackenzie, Yukon, où là, le permafrost ou pergélisol a tendance à augmenter c'est-à-dire qu'elle a tendance à fondre beaucoup plus que ce que l'on voit dans l'est de l'Arctique. De votre point de vue professionnel, qu'est-ce qui rend un tremblement de terre significatif? Pouvez-vous nous donner un exemple? D'accord. Dans notre cas, on considérait un tremblement de terre significatif comme un tremblement de terre qui aurait pu causer, par exemple, des dommages, même légers. Alors, généralement, ça commence autour de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Et à ce moment-là, si vous êtes très près de l'épicentre, magnitude 5 va faire des vibrations qui pourraient faire tomber des petits objets sur une tablette, par exemple. Mais si on garde la même distance que vous êtes où vous êtes localisé, quand on monte dans l'échelle de Richter à 6, par exemple, il pourrait avoir des dommages plus considérables. Il pourrait avoir des cheminées qui tombent, il pourrait avoir des mouvements, par exemple, des fondations d'un édifice, etc. Donc, et au-dessus de ça, naturellement, c'est considéré des tremblements de terre majeurs. Historiquement, dans l'Arctique canadien, le plus grand tremblement de terre était de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter, et ça, c'était en 1933 dans la baie de Baffin, donc au large des côtes de l'île de Baffin. Et puis ça, c'est quand même considéré un tremblement de terre important. Et heureusement, à l'époque, il avait été seulement ressenti par quelques communautés, mais encore là, de façon très légère, parce qu'il était fort, oui, mais il était loin des zones habitées. Et c'est d'ailleurs un grand avantage de l'Arctique canadien parce que, oui, il peut se produire des tremblements de terre, mais les communautés sont tellement distantes une de l'autre que souvent les dommages sont très limités. À date, tout au cours du 20e siècle, le seul dommage qui a été constaté, c'était lors d'un tremblement de terre où il y avait eu quelques vitres qui avaient cassé, quelques objets mineurs, objets légers qui étaient tombés à l'intérieur des édifices. Donc, historiquement, dans l'Arctique, il n'y a jamais eu de grandes catastrophes dues au tremblement de terre. Heureusement, on peut ajouter. Y a-t-il un objectif final ou un message dans votre travail de recherche? Que peut-on faire pour réduire cet impact? Bien, il faut savoir qu'on étudie les tremblements de terre pour bien les documenter, bien sûr, mais c'est en fonction d'améliorer les normes incluses dans les codes nationaux du bâtiment. Donc, plus on en connaît sur les tremblements de terre, mieux on peut solidifier, si vous voulez, les édifices qui vont être construits dans l'avenir. Donc, si jamais ils avaient à subir des vibrations d'un tremblement de terre, à ce moment-là, ils résisteraient mieux. Comme individu, ce que l'on pense, c'est généralement à l'intérieur d'une maison, on pense aux objets qui pourraient tomber et causer des blessures. Donc, si par exemple, vous êtes dans une habitation et puis au-dessus de la tête de votre lit, par exemple, il y a des gros objets qui pourraient tomber lors d'un tremblement de terre, c'est toujours mieux de les déposer près du sol. Donc, c'est à ça à penser. On ne doit pas voir les tremblements de terre dans l'Arctique comme des événements catastrophiques, mais bien des événements qui pourraient causer, par exemple, la chute d'objets et de genre de débris relativement mineurs comme ça. Mais sur notre site web, séismecanada.ca, il y a plusieurs types d'informations, incluant ce que les gens peuvent faire pour se prémunir lors de tremblements de terre, qui peuvent surgir ou survenir dans l'Arctique, mais aussi lorsque les gens voyagent dans d'autres pays où les tremblements de terre sont plus fréquents. Excellent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tout le plaisir était pour moi. Bonne journée. Jamais. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour les 2 dernières années. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.